Nouveau rebond, énième rebond sur les marchés boursiers. Ça a commencé hier sur les marchés américains. Ça se prolonge aujourd'hui, quasiment 3% de hausse sur le CAC 40 qui revient à quelques encablures des 6000 points. Est-ce que ce rebond énième va faire pchit ou pas? On en parle avec vous, Kevin Tauzet, bonjour. Bonjour David. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. Comment on appréhende ça, encore une fois? Parce que, alors, je cherche à comprendre, il y a les rachats à bon compte qui expliquent effectivement quand ça a beaucoup baissé, il y a des gens qui se mettent à racheter. Et puis il y a cette idée, encore une fois, que ce scénario, comme quoi les banques centrales, notamment la Fed, pourraient de nouveau peut-être être moins agressives, changer de politique monétaire, une inflexion en 2023, une baisse de taux. Les marchés se remettent à y croire. Mais il n'y a que qui y croient, non? Alors, si, on a comme une impression de déjà vu, pour rappel, entre mi-juin et mi-août, on a eu un rebond de l'ordre de 15%. Voilà, qui était d'ailleurs basé sur ce scénario-là. Exactement. Et qui a été totalement démenti par les propos et le until the job is done de la part de Jérôme Powell qui a dit j'irai jusqu'au bout, quoi. Exactement. Pourquoi ils se mettent encore à y croire? Jérôme Powell, Isabelle Schnabel, la Banque Centrale Européenne, enfin, il y a quand même beaucoup de banquiers centraux qui ont plutôt eu tendance à appuyer le fait qu'ils étaient loin d'avoir terminé leur cycle de normalisation monétaire. Alors, il y a quand même des choses qui ont changé depuis, notamment toute la séquence qu'on a vue en Angleterre la semaine dernière, avec là aussi une banque centrale anglaise qui était plutôt, on va dire, droit dans ses bottes. Et qui se retrouve à faire 15 jours de QE pour racheter de la dette publique britannique. Au moins 15 jours. Donc, alors même qu'elle allait rentrer dans une phase de retrait ou de vente de ses obligations, en tout cas d'arrêter d'en acheter plus, le fameux quantitative tightening. Avait-elle le choix, vu la tempête qu'il y avait sur... Et donc, vraisemblablement, elle n'avait pas le choix, sinon elle ne l'aurait sans doute pas fait. Il y en avait des vrais phénomènes, ce qu'on appelle de dislocation, des vrais risques, on va dire, de voir des pans du marché craquer. C'est des risques qui existent encore. On a eu la Banque d'Australie aussi qui, là aussi, remonte ses taux, mais un peu moins fort qu'anticipé. Et donc, on se retrouve sur cette phase-là où on a des marchés qui, remontent sur l'espoir de voir la lumière au bout du tunnel, qui serait le pivot de la Banque centrale. Ouais, voilà, ça c'est l'explication qu'on a. Ouais. Est-ce qu'on y croit, ce scénario-là? Alors, clairement, historiquement, ce qui marque, le point bas du marché de l'action, c'est en général ce revirement des banquiers centraux. Donc oui, il va bien arriver à un moment donné. Oui, mais est-ce qu'il va arriver 2024? Est-ce qu'il va arriver maintenant? C'est plus raisonnable d'anticiper plutôt d'un rebond, encore une fois, enfin un changement, une inflexion de politique monétaire de la Fed en 2024 qu'en 2023. Donc, c'est souvent ces pivots de banquiers centraux qui marquent justement une vraie forme de capitulation. On n'y est pas encore et on ne s'attend pas à ce qu'il y en y soit avant fin 2023. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attend pas à y être avant fin 2023? Parce que la dynamique inflationniste, si elle commence à se retourner sur certains, on va dire, contributeurs à l'inflation, qui sont très élevés, on va dire, plutôt liés à du conjoncturel, on reste sur une inflation sous-jacente qui, elle, reste particulièrement élevée. Donc la Fed ne va pas baisser la garde comme ça quelque part en 2023? La Fed, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle ne va pas baisser la garde tant qu'on aura, on va dire, moins de pression sur les marchés de l'emploi, moins de pression sur le marché des salaires. Et ça veut dire quand même une séquence où la conjoncture économique se dégrade davantage. C'est-à-dire que le taux d'équilibre de l'emploi, celui à quel le niveau d'emploi, le niveau de chômage n'est plus inflationniste, il est estimé autour de 4,5% si j'en crois la Réserve fédérale. Il est peut-être même un peu au-dessus de ça. Et donc, on a encore un point de chômage en plus à venir intégrer avant de pouvoir voir une Réserve fédérale qui se retourne. Un point de chômage en plus, ça veut dire à peu près enlever 2% de croissance américaine, donc ça veut dire une récession. Et donc, vous voyez bien que dans la séquence que je vous décris, il y a quand même une phase un petit peu plus compliquée qui nous attend encore, qui sera une réelle dégradation de la conjoncture économique. Et ça a une implication, parce qu'on a beaucoup parlé de la remontée des taux d'intérêt, l'impact que ça pouvait avoir, notamment sur les valorisations. Les valorisations, on parlait des marchés d'actions américains par exemple, on a vu ces valorisations sur les marchés américains se contracter fortement, entre 30 et 35%. C'est à peu près ce qu'on voit sur une période récessive historiquement. Par contre, l'autre jambe des marchés d'actions, qui est la trajectoire de la croissance bénéficiaire, celle-là, en période de récession, elle a tendance aussi à se contracter fortement. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Et pour l'instant... Sur le premier semestre, les résultats des entreprises ont été bons. Le juge de paix, c'est le troisième trimestre, voire la fin d'année. C'est le troisième trimestre, la fin d'année, et c'est ce que nous diront, en tout cas,
dans quelle mesure est-ce que On peut espérer une bonne nouvelle ou pas? les analystes, qu'ils soient micro ou macro, qui regardent l'économie par le haut ou par les entreprises, eh bien, révisent davantage ces perspectives de croissance. Parce que là aussi, on parlait donc en tout cas, les marchés ont tendance à avoir l'espoir de se dire la Banque centrale américaine va bien voilà, tourner Kazakh. Pour l'instant, les anticipations de croissance bénéficiaire pour les entreprises américaines, ils la voient en croissance de 8% encore. Et donc ça fait quand même Et on beaucoup. dit que c'est incompatible avec une récession à venir. C'est que c'est compliqué de pouvoir conjuguer donc ces il y deux a une facteurs. nouvelle lame de baisse potentielle qui peut arriver sur les marchés. Parce que hier j'avais Jean-Pierre Petit, qu'on aime tous beaucoup, Bien sûr. président des Cahiers Verts de l'économie, qui me disait que en gros les bear markets c'est une moyenne, c'est 11 mois qu'on a déjà fait 9 mois. Bon, après, c'est une moyenne, encore une fois, et chaque histoire est différente. Et donc, si on reprend cette même notion de moyenne chère à Jean-Pierre Petit, eh bien, en moyenne, pendant une période de récession, les valorisations, elles se contractent de 30 à 35%. Il en est de même sur les trajectoires de résultats. Et pour l'instant, on a eu une revue à la baisse, on va dire, de la trajectoire de résultats de l'ordre de 1,5%. Et donc, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une davantage de dégradation sur la partie fondamentale. Donc, le rebond boursier qu'on a aujourd'hui ne va pas tenir. C'est quasiment certain à vous écouter. Alors, il ne va pas tenir. Après, dans ces phases de baisse, il y a aussi potentiellement de la valeur à aller chercher, on va dire de manière opportuniste. Alors, en anglais, on dit bear market rally, c'est une allusion à l'ours. En français, c'est un peu moins joli, c'est le rebond du chat mort, peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même on va dire un positionnement de marché qui est extrêmement négatif. C'est-à-dire que la séquence que je vous décris, elle est quand même de plus en plus intégré par le consensus. On a un pessimisme de marché qui est très très fort. Et quand on est pessimiste et que plus personne n'en veut et que ça capitule, on n'a pas le sentiment qu'on vit une capitulation. On commence à en voir. C'est-à-dire que là aussi, si on s'atteint sur les marchés d'actions américains par exemple, on voit ce qu'on appelle la profondeur du marché. Donc c'est-à-dire le nombre par exemple d'entreprises au sein d'un indice américain, donc en l'occurrence le S&P 500, on voit qu'il y a 80-90% des valeurs au sein de ce S&P 500 qui traitent en deçà de la moyenne sur 50 jours ou un an. Et donc, c'est bien le reflet d'un pessimisme extrêmement fort. Beaucoup de gérants d'actifs, comme nous, comme d'autres, comme M. Petit, préconise d'avoir plutôt des poches de liquidité importantes dans le portefeuille. Et donc, dans ce rebond de marché qu'on voit, bien, les volumes qui sont échangés ne sont pas aujourd'hui particulièrement importants. Donc, on se dit qu'on n'a pas encore touché le fond de la piscine. Puisqu'il y a sûrement des révisions à venir sur les croissances bénéficiaires qui ne sont pas anticipées par les marchés. Oui, tout à fait. Non, je ne veux pas encore une fois donner le sentiment de tout voir en noir, mais s'il y a des sources d'espoir, dites-les-moi. La photo fondamentale, d'accord, donc la trajectoire de croissance économique en zone euro, elle n'est pas reluisante, d'accord. La trajectoire de croissance aux États-Unis, eh bien, là non plus, on peut s'attendre encore une fois à ce que ça se dégrade davantage. C'est la récession qui nous attend. C'est la récession qui nous attend. Pardon de féminiser, mais c'est la récession, elle nous attend en zone euro plutôt pour la fin de l'année et aux États-Unis plutôt pour la deuxième partie de 2023. Et quand on a un horizon d'investissement sur les actions qui est plutôt à plusieurs trimestres et en général même plusieurs années, eh bien on peut s'attendre à ce que ça se détériore davantage. Donc ça c'est, on va dire, sur des fondamentaux un peu plus de court terme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est difficile de mettre encore une fois un chiffre là-dessus, mais on peut baisser de quoi? De 5%, de 10%, de 20%, on ne sait pas. Je veux dire. Eh bien, si on part du principe que les multiples de revalorisation, ils ont déjà fait, on va dire, l'essentiel du chemin, d'accord. Bon, on n'est pas obligé de partir de ce principe-là. Non, mais il faut bien partir sur des hypothèses parce que voilà, il y a déjà, encore une fois, comme on le disait, une forme de négativité, un pessimisme qui est fort. Ils ont déjà corrigé de l'ordre de ce qui se fait en période de récessive sur les trajectoires de résultats. Eh bien, ça pourrait être encore une baisse entre 10 et 30%, en fonction, si on regarde plutôt l'historique ou plutôt ce qui se fait. Et donc, ça veut dire une baisse des marchés d'actions encore de 10%, ce serait pas étonnant. Donc ça, c'est, on va dire, en termes de directionnelle action, si on raisonne au niveau d'un indice au sens large. Après, il y a des choses à faire sous la surface, parce que, encore une fois, en période de récession, en période compliquée, eh bien, il y y a aussi de la valeur à aller investir sur certaines sociétés. Là, c'est le stock picking. Exactement, la sélection de valeurs, la sélection de secteurs, de thématiques d'investissement, de facteurs, etc. Bon, on se dit que, et on se passe quitter là-dessus, Kevin, qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance, encore une fois? Sachant que 5 ou 10% de baisse supplémentaire, mais qu'est-ce qui pourrait tout d'un coup inverser parce que l'inflation se tasse, parce que les croissances bénéficiaires finalement tiennent mieux que ce qu'on aurait pu imaginer, malgré la récession à venir? Ce qui pourra, on va dire,
la lumière au bout du tunnel, Ouais. elle se retrouve sans doute dans justement cette dynamique d'inflation, cette dynamique de banquiers centraux. Et donc on arrive petit à petit vers une phase de marché. Chaque jour qui passe, on s'en approche. Exactement. Et donc à une phase de marché où l'inflation va effectivement arrêter d'accélérer, qu'elle va bien ralentir. Enfin, si elle reste à 8 ou 9, excusez-moi, c'est pas non plus... Alors il n'est pas attendu qu'elle reste à 8 ou 9. En tout cas, ce n'est pas nos anticipations. Ouais, mais même si elle reste à 5 ou 6... On ne s'attend pas à ce qu'elle descende à 2, donc plutôt on va dire entre 3 et, entre 3 et 5. Ouais. Mais ça apportera déjà un vrai soulagement au marché parce qu'on aura là aussi une dynamique de politique monétaire qui pourra rester en territoire restrictif, mais on arrêtera, on va dire, de remonter les taux d'intérêt, de cette surenchère de remontée de taux. Et ça a une importance, et c'est particulièrement important, encore une fois, sur le type de valeurs qu'on va sélectionner. Parce que ce sont des valeurs qui ont particulièrement souffert, notamment des valeurs qui donnent beaucoup de visibilité, qui avaient tendance à se payer très très cher il y a de ça quelques mois, qui se payent beaucoup moins cher aujourd'hui, qui devraient, elles, bénéficier de cet environnement-là. Et là aussi, pour les investisseurs qui restent investis sur les marchés d'actions, parce qu'il faut aussi, on va dire sur 20 ans, même plus de 20 ans, les marchés d'actions américains, c'est plus de 10%, entre 10 et 15% de performance nette par an. Donc là aussi, et il y a eu quand même quelques crises et quelques récessions qui ont été traversées. Et on arrive à investir, à sélectionner des valeurs, des secteurs, le secteur du luxe par exemple, sur des crises comme 2007-2008, une société comme Hermès, une société comme LVMH, ça fait une performance entre -1 et -2. Alors que un marché d'actions européen, il fait plutôt -30 sur cette période-là. Donc on arrive quand même à aller trouver des valeurs qui sont plutôt résilientes, et même au sein de certains secteurs, eh bien, là aussi on arrive à trouver dans le secteur, vous parliez du CAC 40, une entreprise phare du CAC 40 comme L'Oréal par exemple, eh bien, elle est beaucoup moins exposée à des segments cycliques que sont le parfum par exemple, ou le maquillage, et plus à des segments comme le soin de la peau. Eh bien ça, c'est une société qui devrait beaucoup mieux résister dans ce secteur-là, de la consommation de base ou des soins personnels. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Merci. Kevin Tauzet, donc, pour Carmignac. Merci beaucoup. Bye. Merci David.